S'il est un seul article de notre Constitution dont tous les Français en âge de s'intéresser à la vie politique ont entendu parler, c'est sans doute l'article 49, alinéa 3. Et même sans rien connaître à la Constitution, tous les Français qui ont entendu parler du 49.3 ont une idée très générale de ce qu'il est, à savoir une disposition qui permet au gouvernement de passer en force au Parlement. Cette idée très générale a bien sûr besoin d'être précisée, comme nous le verrons, mais elle contient beaucoup de vérité. Et c'est ce qui fait la célébrité du 49.3, car l'usage de cet article à la fois traduit et engendre une situation de vive tension politique. Une situation dans laquelle le Parlement paraît être mis au pas sans ménagement par le gouvernement, alors qu'il est censé être la représentation nationale. Aussi le 49.3 a-t-il mauvaise réputation. La réputation d'un article qui porterait atteinte à la démocratie. Ce que ne manque d'ailleurs jamais d'affirmer l'opposition parlementaire du moment, à chaque fois que cet article est utilisé. En 2006, par exemple, François Hollande, alors premier secrétaire du Parti socialiste et de ce fait leader de l'opposition parlementaire, affirmait: le 49.3 est une brutalité, le 49.3 est un déni de démocratie, le 49.3 est une manière de freiner ou d'empêcher le débat parlementaire. Seulement voilà, le même François Hollande, devenu président de la République en 2012, a autorisé son Premier ministre, Manuel Valls, à recourir 6 fois au 49.3 entre février 2015 et juillet 2016. Le 49.3 a donc manifestement une certaine utilité, puisque même ceux qui voient une atteinte à la démocratie y ont recours lorsqu'ils sont en position d'en faire usage. Mais le 49.3 est-il vraiment une brutalité et un déni de démocratie, ou bien est-il au contraire un outil légitime et nécessaire dans une démocratie moderne, comme le disent ses défenseurs? Pour essayer de répondre à cette question importante, il faut d'abord rappeler ce qu'est exactement l'article 49.3, puis pourquoi il a été introduit dans la Constitution en 1958, et enfin, quel usage en a été fait jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que je vous propose de voir ensemble dans ce qui suit. Que dit exactement l'article 49.3 de notre Constitution? Dans sa rédaction actuelle, il dispose que le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut en outre recourir à cette procédure pour un autre projet ou une autre proposition de loi par session. Les conditions prévues à l'alinéa précédent sont celles de la motion de censure en général, et sont au nombre de 2. D'une part, le vote de la motion ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. D'autre part, seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, soit donc au minimum 289 députés sur 577. Le 49.3 place ainsi l'Assemblée nationale devant cette alternative, soit renverser le gouvernement, soit accepter que le texte soutenu par le gouvernement soit considéré comme adopté par elle, alors même qu'elle n'a pas voté sur ce texte. L'article 49.3 a été inspiré au rédacteur de notre Constitution par l'expérience des 2 républiques précédentes, et il est sans doute le meilleur exemple de ce que ceux-ci ont appelé le parlementarisme rationalisé. Mais de quoi s'agit-il? Le terme parlementarisme rationalisé désigne les différentes dispositions constitutionnelles qui visent à réduire l'emprise du Parlement sur l'action gouvernementale, afin d'aboutir à un fonctionnement jugé plus efficace de l'exécutif. Dans la loi du 3 juin 1958, qui déléguait l'élaboration de la nouvelle Constitution au gouvernement dirigé par le général de Gaulle, il était clairement précisé que, dans cette nouvelle Constitution, le gouvernement devrait être responsable devant le Parlement. C'est-à-dire que les parlementaires devaient avoir la possibilité de renverser le gouvernement. La condition a été parfaitement respectée. La Ve République est bien un régime parlementaire au sens que le droit constitutionnel donne à ce mot. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale, chambre élue au suffrage universel direct.
Mais, comme le dira Michel Debré en présentant le projet de constitution, si la Ve République est un régime parlementaire, elle est avant tout un régime parlementaire rationalisé. C'est-à-dire un régime parlementaire dans lequel la capacité du Parlement à contrôler et à diriger l'action du gouvernement est très fortement réduite par rapport à ce qu'elle était sous les Troisième et Quatrième Républiques. En fait, le rapport de force est même inversé, comme le montrera la suite des événements. Sous la Ve République, c'est en réalité souvent le gouvernement qui dirige et contrôle l'action du Parlement, à tout le moins son action législative. Cela s'explique par la considération suivante. Pour mener son action, le pouvoir exécutif a sans cesse besoin de faire adopter de nouvelles lois ou de modifier celles qui existent. Un gouvernement qui est en charge de déterminer et conduire la politique de la nation, comme le dit l'article 20 de la Constitution, ne peut pas se contenter d'exécuter, pour ainsi dire passivement, les lois votées par le Parlement. Gouverner, c'est légiférer, ou à tout le moins, c'est avoir son mot à dire dans la confection de la loi, et un mot qui, par la force des choses, doit souvent être décisif. Or, précisément, sous les républiques précédentes, il arrivait fréquemment que le Parlement refuse de voter les lois jugées indispensables par le gouvernement, ne serait-ce que les lois de finances, sans pour autant prendre la responsabilité de renverser le gouvernement. Dès lors, le gouvernement se trouvait réduit à l'impuissance et n'avait d'autre choix que de démissionner. Ainsi, les gouvernements se succédaient sans que les crises gouvernementales ne résolvent rien, puisque le Parlement n'indiquait que ce qu'il ne voulait pas et jamais ce qu'il voulait. L'article 49.3 vise à sortir de ce cercle vicieux en obligeant les parlementaires à faire un choix clair. Ou bien l'Assemblée renverse le gouvernement, ce qui provoquera sans doute en riposte une dissolution de l'Assemblée, ou bien le gouvernement reste en place avec les moyens de gouverner, puisque le texte qu'il a estimé nécessaire est présumé adopté. Autrement dit, le Parlement peut toujours renverser le gouvernement, mais il n'a plus la possibilité de le réduire à l'impuissance. Entre l'entrée en vigueur de la Constitution, le 4 octobre 1958, et juin 2025, le moment où je vous parle, l'article 49.3 a été mis en œuvre 116 fois sur 61 textes. Il est fréquent en effet que le 49.3 soit employé à plusieurs étapes de la discussion d'un même texte, ce qui explique que le nombre d'usages soit 2 fois supérieur au nombre de textes. Est-ce beaucoup? Cela fait un peu moins d'un texte par an. On ne peut donc pas dire que le 49.3 ait été employé pour museler l'Assemblée nationale. D'autant moins que le 49.3 n'est jamais déclenché dès l'ouverture de la discussion législative. Il n'est utilisé qu'après que cette discussion ait prouvé l'absence de majorité pour adopter le texte. Mais il est vrai également que tous les gouvernements n'ont pas également fait usage du 49.3. Plusieurs premiers ministres n'ont jamais utilisé cet article. François Fillon, par exemple, bien qu'il soit resté 5 années à Matignon, n'a jamais eu recours au 49.3. D'autres, en revanche, l'ont beaucoup utilisé. Le recordman à ce jour est toujours Michel Rocard, qui, entre 1988 et 1991, l'a utilisé 28 fois sur 13 textes. Sur la seconde marche du podium, on trouve Elisabeth Borne, qui, entre 2022 et 2024, l'a utilisé 23 fois sur 6 textes. Cette utilisation relativement intensive par quelques gouvernements pourrait davantage ressembler à une brutalité faite au Parlement, comme le disait François Hollande. Toutefois, il faut préciser que le 49.3 n'est pas une atteinte au droit de l'opposition parlementaire, car en fait, cet article est utilisé pour forcer la main de la majorité, en contraignant à la discipline les députés de cette majorité qui seraient tentés par la dissidence. Le 49.3 est, à l'évidence, une arme précieuse pour un gouvernement qui ne dispose que d'une majorité fragile ou d'une simple majorité relative, ce qui était le cas de Michel Rocard et Elisabeth Borne. Mais il est aussi une contrainte, durement ressentie par les députés et par les parlementaires en général. Personne n'aime qu'on lui force la main. Pour cette raison, il a été proposé de supprimer l'article 49.3. Cette suppression a été au cœur des discussions lors de la révision constitutionnelle de juillet 2008. Mais en définitive, un compromis a été trouvé. L'article a été conservé, mais sa portée a été réduite. Alors que dans la rédaction initiale de la Constitution, l'article 49.3 pouvait être utilisé sans limitation, depuis la révision du 23 juillet 2008, il ne peut plus être utilisé que sur les projets de loi de finances
les projets de loi de financement de la sécurité sociale et un autre texte par session. Maintenant que nous en savons davantage, revenons à notre question initiale. Le 49.3 est-il antidémocratique? Il y a une réponse simple à cela. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, le Parlement représente le peuple, contraindre le Parlement, c'est s'opposer à la volonté du peuple. Donc, le 49.3 n'est pas démocratique. Mais cette réponse est beaucoup trop simple et même franchement simpliste. Car la démocratie est tout sauf un régime simple. Elle est même probablement le régime le plus complexe qui soit. Dire que le peuple ou la nation doit se gouverner elle-même est une chose. Mais rendre possible et durable ce gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, selon la formule d'Abraham Lincoln, est extraordinairement difficile. Jean-Jacques Rousseau écrivait « Il n'y a pas de gouvernement si sujet aux guerres civiles et aux agitations intestines que le démocratique ou populaire, parce qu'il n'y en a aucun qui tente si fortement et si continuellement à changer de forme, ni qui demande plus de vigilance et de courage pour être maintenu dans la sienne. » Et il concluait « S'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. » Sans aller tout à fait jusque-là, force est de constater que le gouvernement démocratique est une exception historique, y compris en Europe. La France, par exemple, n'a connu son premier gouvernement démocratique fonctionnel qu'avec la Troisième République. Et nous savons tous par quelle catastrophe épouvantable s'est terminé ce régime. La Quatrième République, elle aussi, s'est conclue dans le bruit et la fureur, et seule la présence du général de Gaulle a évité le déclenchement de la guerre civile. Bref, sans entrer dans le détail de toutes les complexités du gouvernement démocratique, souvenons-nous simplement qu'un tel gouvernement doit faire tenir ensemble bien des éléments qui sont potentiellement contradictoires. Une formule aussi simpliste que « le Parlement, c'est le peuple » ne peut que conduire à la catastrophe. C'était d'ailleurs à peu près la formule sur laquelle fonctionnaient les Troisième et Quatrième Républiques. Deux des éléments qu'un gouvernement démocratique doit faire tenir ensemble, ce sont des assemblées parlementaires représentatives et un gouvernement stable et efficace. Si à la question vague « qu'est-ce qui est démocratique ?» nous substituons la question plus précise « qu'est-ce qui est bon pour un régime démocratique ?» nous pouvons affirmer qu'un pouvoir exécutif fort est une nécessité pour un régime démocratique. Un pouvoir exécutif suffisamment fort pour pouvoir effectivement déterminer et conduire la politique de la nation. Ce qui suppose que ce gouvernement soit suffisamment assuré de son existence pour entreprendre des actions difficiles et qui ne portent de fruits qu'à long terme. De ce point de vue-là, le 49.3 n'est certainement pas antidémocratique. Cet article oblige en fait les parlementaires à prendre leurs responsabilités. En politique, celui qui critique doit aussi être capable de proposer. Celui qui est prêt à renverser le gouvernement doit aussi être prêt à le remplacer, car la nation doit être gouvernée. Le vide et l'impuissance ne sont pas des options acceptables. Comme le faisait remarquer un ministre du général de Gaulle en 1964, la motion de censure ne peut pas être une simple manière pour l'Assemblée nationale d'exprimer sa mauvaise humeur ou son opposition à une mesure ponctuelle du gouvernement. Elle ne peut être, je cite, qu'une condamnation générale et sans appel de la politique du gouvernement par une opposition qui manifeste son intention de se substituer à la majorité précédente et de prendre le pouvoir. Ainsi, le 49.3 permet au gouvernement de continuer à travailler, même sans majorité pour le soutenir à l'Assemblée nationale, pourvu simplement qu'il n'existe pas de majorité pour le renverser, c'est-à-dire implicitement, tant qu'il n'existe pas de gouvernement de substitution. Le 49.3 est un rempart puissant contre les excès parlementaires qui ont marqué les républiques précédentes. Aujourd'hui, où l'Assemblée nationale est particulièrement fragmentée et particulièrement éruptive, il est l'un des quelques éléments qui permettent encore au gouvernement, vaille que vaille, de remplir son rôle. Bien sûr, même les plus forts remparts peuvent finir par s'effondrer, et rien ne garantit que demain, le 49.3 pourra continuer à remplir son rôle. Mais nous pouvons affirmer que, même s'il est déplaisant pour les parlementaires, cet article n'est en rien le déni de démocratie que certains dénoncent, avec plus d'ardeur que d'arguments.
Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Vous pouvez grandement aider mon travail en aimant cette vidéo, en la partageant et en vous abonnant à la chaîne. N'oubliez pas, le droit, c'est passionnant.